Imagine ceci. Tu marches dans les rues de la Rome antique, à l'an 67 de notre ère. Le forum bourdonne, les colonnades jettent des ombres longues et soudain ton sang se glace. L'empereur lui-même, Néron, avance entouré de gardes, un léger sourire aux lèvres. À son bras, une nouvelle épouse, une jeune personne d'une beauté saisissante, drapée de soie et de bijoux. Mais les chuchotements qui se lèvent derrière eux portent une rumeur atroce. Cette femme, disent-ils, fut jadis un garçon nommé Sporus. Et ce que Néron lui a fait endurer compte parmi les actes les plus troublants, psychologiquement et physiquement, que l'histoire ait consignés. Avant de plonger dans ces récits de survie et de souffrance enfouis sous la poussière des siècles, si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, abonne-toi et dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes. C'est fou de penser que, de lieux différents, nous remontons ensemble le fil du temps, unis par notre curiosité commune. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une histoire de décadence romaine de plus. C'est un récit sur la manière dont le pouvoir absolu peut transmuter l'amour en obsession, le deuil en folie, et un être humain en une poupée vivante façonnée pour servir le fantasme tordu d'un seul. Le nom de Sporus ne t'est peut-être pas familier, mais son histoire te hantera longtemps après avoir fini d'écouter. Commençons par l'architecte de cette tragédie. Néron n'est pas né monstre. Jeune encore, il laissait même présager un règne prometteur. Lorsqu'il monte sur le trône à 16 ans, beaucoup voient l'aube d'un âge d'or. Il allège certains impôts, finance des jeux et des spectacles et se produit sur scène au grand ravissement du peuple. Mais le pouvoir absolu use les âmes les mieux disposées. Il déforme, puis brise. Vers l'an 65, quelque chose se fracture en lui. Est-ce la paranoïa constante de celui qui sait que tous, autour de lui, convoitèrent sa place? Est-ce la solitude inhumaine de l'homme au-dessus de 60 millions de sujets que personne n'ose contredire? Ou est-ce, tout simplement, ce qui arrive à la seule personne qu'il prétendait aimer plus que sa propre vie? Elle s'appelle Poppée Sabina. Belle au-delà des mots, intelligente au point de soutenir ses visions de grandeur, ambitieuse juste assez pour les partager. Poppée n'est pas un visage de plus à la cour. Elle a cette finesse politique qui fait les alliés redoutables et les ennemis dangereuses. Quand Néron la remarque, il est déjà marié à Octavie, fille de l'empereur précédent. Un mariage froid, de convenance, sans amour. Poppée est tout ce qu'Octavie n'est pas. Où Octavie est discrète, elle est vive et magnétique. Où Octavie évite la lumière, Poppée s'y tient avec aisance. L'affaire commence comme un scandale romain de plus, mais elle tourne vite à l'obsession. Néron ne se contente pas d'être séduit. Il est consumé, à un point qui inquiète même ses conseillers. On le dit sujet à des colères meurtrières si un homme s'attarde d'un regard sur Poppée. Dans les banquets, il place des gardes autour d'elle, officiellement pour la protéger, en réalité pour surveiller chaque interaction. Les cadeaux s'empilent, bijoux venus d'Inde, soie de Chine, parfums d'Arabie, jusqu'à éreinter la cassette impériale. Et surtout, Néron commence à plier la réalité à son désir. Il répudie Octavie, s'aliénant une partie de ses soutiens, puis annonce des noces impériales avec Poppée. La cérémonie est d'une somptuosité inouïe, conçue pour montrer au monde sa dévotion. Pourtant, même marié, Néron veut posséder plus encore. Il l'isole des siens, l'entoure de personnes qui ne tiennent leur place qu'à son bon vouloir. Il commande des portraits et des statues, non seulement pour l'espace public, mais pour ses appartements privés, afin d'avoir son image sous les yeux en permanence. Des témoins rapportent qu'il passe des heures à la contempler vivre, sans un mot. Ce n'est pas de la tendresse, c'est la confusion toxique d'un homme qui prend la possession pour de l'amour et la beauté d'autrui pour un objet. Poppée, de son côté, comprend le jeu dangereux. Elle sait que sa beauté et l'obsession de Néron lui donnent un pouvoir inédit, et elle s'en sert pour favoriser les siens, bâtir un réseau de fidèles. Mais elle a un défaut fatal. Elle n'a pas peur de lui tenir tête. Là où la cour a appris à deviner et flatter les caprices de l'empereur, Poppée conserve une liberté d'esprit. Elle discute ses décisions, critique ses audaces artistiques, se moque parfois de ses performances quand elle les juge médiocres. Le jour fatal arrive à l'an 65, et les sources divergent sur les détails. Certaines parlent d'une dispute banale, Néron rentrant tard des courses de chars. D'autres évoquent ses ambitions théâtrales. Tacite raconte que Poppée remet en cause ses priorités.
Il se soucie davantage de son image, dit-elle, que de son rôle d'époux et de père. Elle est alors enceinte, ce qui aurait été leur second enfant, et peut-être la fatigue la rend-elle moins conciliante envers l'instabilité grandissante de Néron. Ce qui suit est discuté depuis des siècles, mais la trame, elle, est tragiquement constante. Néron, dans un accès de rage, frappe sa femme enceinte. Est-ce un seul coup porté à l'abdomen? Est-ce une attaque prolongée? Les versions varient, mais toutes s'accordent. Poppée succombe à des blessures internes. On imagine le moment où Néron comprend. L'homme qui commande 30 légions, qui peut condamner d'un mot, qui est vénéré comme un dieu en Orient, vient de détruire ce qu'il aimait par sa propre violence. Il se jette sur le corps, supplie, ordonne à la mort de reculer comme si son autorité impériale s'étendait jusque-là. Il convoque les meilleurs médecins, promet des fortunes, menace de supplices. En vain. Poppée meurt en quelques heures, emportant l'enfant à naître. Quelque chose se brise alors en lui. Le deuil de Néron n'est pas seulement une douleur, c'est une fissure dans le réel. Il refuse la crémation romaine et fait embaumer le corps. Il érige un tombeau somptueux, déclare Poppée divine, institue un culte en son honneur. Il parle à sa dépouille, organise des banquets où l'on garde sa place vide, exige que l'on parle d'elle au présent. Quiconque suggère de passer à autre chose est exilé, sinon pire. C'est dans cette atmosphère de déni que Sporus entre dans son champ de vision, sans deviner le cauchemar qui s'ouvre. Sporus a 14 ou 15 ans. Né esclave au sein de la maison impériale, affranchi jeune, il a grandi dans le palais, formé aux tâches administratives, un statut certes subalterne mais privilégié, dépendant à l'extrême de la faveur impériale. Les affranchis de la maison peuvent s'élever haut, ils peuvent aussi être brisés d'un caprice, sans recours. Ce qui retient l'attention de Néron n'est ni l'esprit ni l'habileté de Sporus, c'est son visage. Plusieurs auteurs antiques notent une ressemblance troublante avec Poppée, surtout le regard, la finesse des traits. Or les Romains croient volontiers que la ressemblance physique dit une affinité plus profonde. La première fois que Néron le voit, après la mort de Poppée, un déclic se produit. Voici une chance, une manière d'annuler l'irréversible. Pendant un instant, on peut imaginer Néron croire à un signe du destin. Un seul obstacle demeure, Sporus est un garçon. Mais pour un homme qui s'est persuadé d'être à demi divin, changer le sexe d'un autre n'est qu'un détail. Ce qui suit est une cruauté méticuleuse. Néron ne lui impose pas seulement des vêtements féminins, il décide de rendre la transformation définitive. Il fait mander les meilleurs médecins et ordonne une opération destinée à féminiser Sporus. Nous sommes dans un monde où l'art médical reste rudimentaire. Instruments sommaires, analgésiques grossiers, risques élevés d'infection, de choc, de mort. Même si le jeune homme survit, les conséquences seront irréversibles. Il ne pourra jamais fonder de lignée, ne sera plus considéré pleinement comme un homme par la société qui le circonscrit et sera captif d'un rôle qu'il n'a pas choisi. On imagine la scène, des gardes qui maintiennent, des médecins qui obéissent et des cris qui ne rencontrent aucune oreille prête à désobéir à l'empereur. La convalescence prend des semaines, peut-être des mois. Dès qu'il peut se tenir debout, l'annonce tombe comme un tonnerre. Néron va épouser Sporus dans les formes impériales. On lui donne un nouveau nom, Sabina, en écho à la défunte. On l'installe dans des appartements où tout rappelle Poppée. Des couturières de la maison créent une garde-robe complète pour flatter une silhouette désormais modifiée, dissimuler ce qui trahit encore. Des joailliers façonnent des parures, y incluant parfois des gemmes qui furent celles de Poppée. Ce ne sont pas des bijoux, ce sont des chaînes. Des artistes du phare l'initient aux poudres et aux onguents. Agrandir l'œil, rosir la joue, adoucir l'ovale. Des coiffeurs travaillent des heures, bouclent, épinglent, glissent des ornements coûteux à travers des mèches chauffées au fer. Et, plus pernicieux que tout, des précepteurs lui apprennent à devenir femme. Marcher, se tenir, poser les mains, croiser les pieds, s'asseoir sans froisser la draperie, moduler la voix, en chercher les aigus, adopter des tournures que l'on associe au discours féminin. Chaque jour, un miroir renvoie l'image d'un autre. Chaque leçon creuse la même blessure, l'effacement méthodique de l'identité. Le mariage a lieu au printemps de l'an 67, calé sur des fêtes religieuses qui lui ajoutent du poids symbolique. La grande salle du palais déborde de fleurs importées, des milliers de lampes projettent une lumière mielée. La musique suit les chants nuptiaux, le vin coule, les mets rares circulent.
Pour qui ignore l'histoire, tout pourrait sembler normal. Mais la cour, qui sait, comprend qu'elle assiste à quelque chose d'inédit et de dérangeant. L'homme le plus puissant du monde épouse publiquement un adolescent transformé, travesti en épouse défunte. Les rites romains sont respectés. Serment, main jointe, pain sacré, documents signés. Les invités jouent à leur rôle, offrent de beaux présents, sourient. L'air, pourtant, est dense d'une fascination horrifiée. Après les noces, Néron traite Sporus comme une véritable impératrice. Maison, personnel, revenus, litière pour les déplacements, chevaux, suite. Le luxe, ici, a un prix immense, la disparition de soi. Sporus doit accompagner Néron aux fêtes, siéger à ses côtés, jouer la dévotion. Ce n'est pas qu'une mise en scène publique, Néron semble convaincu d'avoir rendu Popée. Il appelle Sporus par le nom de la défunte, évoque des souvenirs qui n'ont pas existé, attend des réponses qui entretiennent la fiction. Chaque journée devient un théâtre à haut risque où l'erreur la plus légère peut coûter la vie. Sporus ne doit pas seulement ressembler, il doit se souvenir de ce qu'il n'a pas vécu. Quand Néron mentionne un épisode ancien de son mariage, Sporus doit y réagir comme s'il l'avait traversé. Avec le temps, disent les textes, il devient d'une habileté glaçante à anticiper les humeurs de l'empereur. Mais il se referme, s'assombrit. Comment ne pas s'éteindre lorsque, au réveil, la chambre, les murs, les tissus, le parfum, tout s'acharne à rappeler une morte? Comment ne pas se dissoudre quand chaque regard vers le miroir renvoie une silhouette qui n'est plus la tienne? 2 ans passent ainsi. Néron entreprend ensuite une tournée en Grèce, persuadé qu'on y reconnaîtra ses talents d'artiste. Sporus l'accompagne, exposée aux dignitaires étrangers comme impératrice. On imagine la perplexité des aristocrates grecs, forcés de saluer une fiction que l'empereur exige de tous. Mais à l'an 68, la patience de Rome est consumée. Les provinces s'agitent, des gouverneurs se soulèvent, la garde prétorienne se détourne, le Sénat le déclare ennemi public. Néron fuit Rome avec un petit cercle, Sporus est du voyage. Même à la veille du désastre, l'empereur ne peut abandonner ce simulacre de Popée auquel il s'est enchaîné. Il se terre dans une villa, balançant entre projets d'évasion grandiose et répétitions de suicides. Quand la nouvelle tombe que les ennemis approchent, Néron choisit la mort plutôt que la capture. La disparition de Néron laisse Sporus à nu. Il est visible, trop visible, symbole d'un règne honni, trophée embarrassant pour qui prendra le pouvoir. Commence alors une autre forme de captivité. Dans l'année des 4 empereurs, Sporus passe de main en main. Othon, Vitellius, traité comme l'avait fait Néron, vêtu en femme, nommé Popée, promené comme un signe de prestige ou de dérision. Sous Vitellius, l'humiliation frôle l'abîme. On envisage de l'exhiber dans l'amphithéâtre, de rejouer un épisode mythologique où sa personne servirait d'instrument à la cruauté du spectacle. À cette extrémité, Sporus refuse. Il accomplit le seul acte pleinement sien depuis des années. Il se donne la mort, probablement par poison, à l'an 69. Il n'a peut-être pas 20 ans. Sporus meurt comme il a vécu, pris dans l'ombre d'un autre, avalé par une fiction qu'il n'a pas choisie, mais demeurant, au dernier instant, maître de son refus. Son histoire, à travers les siècles, devient un avertissement. Le pouvoir sans frein n'exige pas seulement la docilité des corps, il réclame la mise en scène de l'âme. Cependant, les auteurs antiques, souvent plus prompts à fustiger la décadence des Césars qu'à écouter les victimes, parlent de Sporus moins comme d'une personne que comme d'un symptôme. C'est précisément ce qui nous hante aujourd'hui. Ce qui glace n'est pas seulement l'opération, la parade, le mariage, l'arène, c'est l'effacement. À partir du moment où Néron décide que cette ressemblance suffit, Sporus cesse d'exister pour lui-même. Il devient toile blanche pour le fantasme d'un maître, sa biographie réécrite au présent de l'illusion. Et pourtant, sous les couches de phare, de soie et de peur, quelque chose tient. Le choix final, funeste, n'est ni soumission ni capitulation. C'est, pour lui, la manière d'échapper à l'ultime avilissement, de reconquérir, au prix extrême, le seul territoire qu'il lui reste, son consentement. Son geste nous rappelle que, derrière chaque récit d'apparat impérial, dorures et marbres, se trouvent des trajectoires humaines de souffrance et de résistance. Nous ne savons presque rien de ce que Sporus aimait enfant, de ses rêves, de ses amitiés.
Tout cela a été éteint quand on l'a transformé en effigie. Mais son refus final est clair, comme une braise, la part inextinguible d'une personne qu'aucun rituel ne peut absorber tout à fait. Avant de refermer cette page, un mot de méthode. Ce que nous savons, nous le tenons de sources antiques, Tacite, Suétone, Dion Cassius, qui divergent parfois. Les circonstances exactes de la mort de Poppée, la nature précise de l'intervention imposée à Sporus, le détail du calendrier, tout n'est pas sûr, tout n'est pas uniforme. Certaines scènes, certains décors que nous avons décrits relèvent d'une reconstitution vraisemblable, d'une narration qui comble les blancs. Mais dans l'entrelac des variantes, une trame subsiste, solide et douloureuse. Le deuil nié, la confusion entre amour et possession, la fabrication d'un double, le mariage public, la mise en scène permanente, la chute de Néron, l'errance de Sporus d'un pouvoir à l'autre et, au bout, ce nom définitif adressé à l'humiliation. Si cette plongée t'a parlé, dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres vérités oubliées. À travers 20 siècles, on entend encore un murmure. La grandeur proclamée n'efface jamais les vies qu'elle écrase. Et l'histoire de Sporus, le garçon qu'on força à devenir impératrice, mérite d'être rappelée, non comme un simple cas de décadence, mais comme un témoignage de la cruauté des hommes et de la petite flamme, obstinée, de la dignité humaine.